Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Le désir mimétique. 1. Le triangle mimétique. Puisque le schème du désir mimétique donne une explication de l'origine des cultures, et dans la mesure où le langage est un phénomène culturel, il ne peut pas être directement lisible dans la langue en tant qu'elle est propre à une culture ou à une nation. Une analyse du langage n'est donc pas a priori la voie d'accès qu'il faut privilégier, puisque le désir mimétique se situe plutôt en amont du langage qu'il n'est structuré par lui. De fait, la théorie mimétique est née d'une intuition plutôt que d'un minutieux examen du langage. Il faut donc s'attendre à ce que l'étymologie du mot « désirer » ne nous donne aucune indication directe quant à la structure du désir mimétique. En effet, le désir mimétique est triangulaire, c'est-à-dire qu'en plus de l'objet désiré et du sujet qui le désire, intervient un troisième terme, le médiateur du désir. Et comme on le présumait, l'étymologie de désirer n'indique pas la présence de ce troisième terme. Désirer provient du latin sidus, sideris qui signifie constellation. Plus précisément, desiderar signifie à l'origine cesser de voir, constater l'absence de, d'où chercher, désirer. Nous sommes ainsi conduits sur le chemin traditionnel d'une analyse du désir comme manque. Ce dernier est alors pensé comme irréductible, en sorte qu'à l'inverse du besoin, aucun objet particulier ne peut le satisfaire. Le désir est cette histoire toujours recommencée entre le sujet, son manque et les différents objets autour desquels il s'affaire sans cesse, car finalement aucun d'eux n'est à la hauteur de ce manque. Bien que ce genre d'analyse ne soit pas nécessairement incompatible avec la théorie mimétique, cette dernière va cependant chercher au-delà de ces représentations liées au désir. Mais avons-nous été assez étonnés de ce lien entre le désir et les astres ? Car, toujours d'après l'étymologie, siderari se rattache à la même famille de termes et signifie subir l'action funeste d'un astre, être frappé de paralysie, être sidéré en somme. Cela suggère que desiderar équivaut à se libérer de cette influence néfaste des astres, à s'en détacher. Mais alors on ne comprend plus le passage entre le sens premier de desiderar, cesser de voir, constater l'absence de, à son sens dérivé, chercher, désirer. En effet, ce passage suppose que la perte de la relation avec les astres est une chose négative et dommageable qu'il faut rétablir, d'où le manque qui est à la source du désir, et non que les astres ont une influence funeste. Siderari devrait donc plutôt signifier que les astres ont une action bénéfique. On ne peut certes rien conclure de ferme de ce rapide coup d'œil sur l'étymologie de désirer, mais on peut s'interroger quant à ce renvoi ambivalent du manque aux astres. S'agit-il seulement d'une manifestation de la nature ineffablement poétique et contradictoire de l'homme ? L'homme préhistorique, assis repu auprès de son feu, contemple au crépuscule la voûte céleste, et se laissant transporter par son imaginaire, regrette déjà cette inaccessible étoile qu'il a assimilée à sa quête d'absolu. Les astres symboliseraient à la fois cet absolu et l'impossibilité de l'atteindre. Cette scène de la naissance du désir n'est pas très convaincante, et elle ressemble beaucoup à celle d'où l'on fait parfois surgir le cortège des divinités astrales. Le désir mimétique permet de penser autrement un lien étroit entre le désir et l'ambivalence de ce rapport aux étoiles. Et si ce n'est pas l'étymologie qui nous permet d'expliquer le désir mimétique, peut-être est-ce ce dernier qui pourra nous éclairer sur cette étymologie ? Par ailleurs, certains grands romanciers ont eu l'intuition de cette structure triangulaire. Selon Girard, la littérature est le point de départ le plus susceptible de conduire à l'intelligence du désir mimétique. C'est le cas par exemple de Cervantes. René Girard, en guise d'incipit de mensonges romantiques et vérités romanesques, cite un extrait de Don Quichotte. Voici le plus significatif des propos que tient Don Quichotte à Sancho dans la citation en question. Amadis fut le nord, l'étoile, le soleil des vaillants et amoureux chevaliers, et nous devons l'imiter, nous autres qui combattons sous la bannière de l'amour et de la chevalerie. Nous retrouvons le thème métaphorique des astres. Mais le rôle du chevalier errant Amadis n'est pas d'être l'objet du désir de Don Quichotte, mais de servir de modèle, comme nous l'explique Girard dans les premières lignes de son essai. Don Quichotte a renoncé en faveur d'Amadis à la prérogative fondamentale de l'individu. Il ne choisit plus les objets de son désir, c'est Amadis qui doit choisir pour lui. Le disciple se précipite vers les objets que lui désigne ou semble lui désigner,
le modèle de toute chevalerie. Nous appellerons ce modèle le médiateur du désir. L'existence chevaleresque est l'imitation d'Amadis au sens où l'existence du chrétien est l'imitation de Jésus-Christ. Dans la plupart des œuvres de fiction, les personnages désirent plus simplement que Don Quichotte. Il n'y a pas de médiateur, il n'y a que le sujet et l'objet. Quand la nature de l'objet passionnant ne suffit pas à rendre compte du désir, on se tourne vers le sujet passionné. On fait sa psychologie, ou l'on invoque sa liberté. Mais le désir est toujours spontané. On peut toujours le représenter par une simple ligne droite, qui relie le sujet et l'objet. La ligne droite est présente dans le désir de Don Quichotte, mais elle n'est pas l'essentiel. Au-dessus de cette ligne, il y a le médiateur qui rayonne à la fois vers le sujet et vers l'objet. La métaphore spatiale qui exprime cette triple relation est évidemment le triangle. L'objet change avec chaque aventure mais le triangle demeure. Le plat à barbe où les marionnettes de Maître Pierre remplacent les moulins à vent, Amadis en revanche est toujours là. La première formulation du désir mimétique le rattache au burlesque du personnage imaginé par Cervantes. Cela n'encourage pas à le prendre au sérieux. Indubitablement, il n'est pas faux de dire que Don Quichotte désire par la médiation des romans de chevalerie qui mettent en scène le chevalier Amadis de Gaule. Mais la pertinence et la portée de ce constat semblent anecdotiques. Même l'introspection la plus superficielle devrait nous convaincre que cet aspect ne concerne que les désirs les plus faibles. Par contre, nos véritables désirs, eux, ne seraient certainement pas une copie d'autres désirs. L'observation nous renseignerait d'ailleurs assez à ce propos. Ce sont les enfants qui désirent le plus souvent de cette façon, car leur personnalité n'est pas encore assez affirmée, en sorte qu'ils sont facilement influençables. Mais l'introspection et l'observation superficielle ne sont pas des guides fiables. Dans un premier temps, il est préférable d'aborder le désir mimétique, comme une structure abstraite que l'on retrouve dans des configurations très différentes et sans lien apparent entre elles. Mais nous verrons par la suite qu'elle possède des ressources d'explication concrètes qui restent en réserve, car il faut du temps et de la patience pour les déplier. Continuons de suivre les grands écrivains sous la direction de Girard. De même que sous l'influence d'Amadis, Don Quichotte a des désirs de chevalier, Sancho, influencé par Don Quichotte, rêve d'être le gouverneur du Nil et d'un titre de duchesse pour sa fille. Au lieu d'insister sur les différences entre les deux personnages, la lecture mimétique souligne les points communs. Par contre, les lecteurs romantiques n'ont guère vu dans le roman que l'opposition entre Don Quichotte l'idéaliste et le réaliste Sancho. Cette opposition est réelle mais secondaire. Elle ne doit pas nous faire oublier les analogies entre les deux personnages. Ces analogies ne sont pas limitées à l'œuvre de Cervantes. Celle de Flaubert en donne un exemple fameux. Emma Bovary désire aussi à travers les héroïnes romantiques de ses lectures. De même, on trouve de nombreux exemples de désir mimétique dans les romans de Stendhal. Mathilde de la Mole prend ses modèles dans l'histoire de la famille. Julien Sorel imite Napoléon. Le mémorial de Sainte-Hélène et les bulletins de la Grande Armée remplacent les romans de chevalerie et les extravagances romantiques. Le prince de Parme imite Louis XIV. Le jeune évêque d'Agde s'entraîne à donner la bénédiction devant un miroir. Il mime les vieux prélats vénérables auxquels il craint de ne pas ressembler suffisamment. L'histoire n'est ici qu'une forme de littérature. Elle suggère à tous ces personnages stendhaliens des sentiments, et surtout des désirs qu'ils n'éprouveraient pas spontanément. Au moment d'entrer au service de Reynold, Julien emprunte aux confessions de Rousseau le désir de manger à la table des maîtres plutôt qu'à celle des valets. Stendhal désigne du nom de vanité toutes ces formes de copie, d'imitation. Le vaniteux ne peut pas tirer ses désirs de son propre fond, il les emprunte à autrui. Le vaniteux est donc frère de Don Quichotte et d'Emma Bovary. Et nous retrouvons chez Stendhal le désir triangulaire. 6. L'œuvre de Proust est encore plus riche en illustrations. La jalousie, le désir de possession exclusive de la personne aimée et les craintes de son infidélité sont d'autant plus vifs ou maladifs qu'elles semblent être désirées aussi par d'autres, et le snobisme en sont de bons exemples. Et une fois de plus, Girard n'hésite pas à faire des rapprochements qui peuvent sembler être faits à l'emporte-pièce, en l'occurrence entre À la recherche du temps perdu et les romans de Stendhal et de Flaubert. La structure triangulaire n'est pas moins apparente dans le snobisme mondain que dans l'amour-jalousie.
Le snob lui aussi est un imitateur. Il copie servilement l'être dont il envie la naissance, la fortune ou le chic. Le snobisme proustien pourrait se définir comme une caricature de la vanité stendhalienne. Il pourrait également se définir comme une exagération du bovarisme flaubertien. Indéniablement, cette démarche heurte la sensibilité de ceux qui visent une appréhension plus fine et plus différenciée du génie propre à chaque écrivain. Mais dans la perspective mimétique, ces différences entre les romanciers apparaissent plutôt comme des obstacles que comme ce qu'il faut mettre au jour. Des différences de tonalité romanesque nous cachent fréquemment l'étroite parenté de structure entre la vanité stendhalienne et le désir proustien. Stendhal est presque toujours extérieur au désir qu'il décrit. Il éclaire d'un jour ironique des phénomènes qui baignent chez Proust dans une lumière d'angoisse. 8. Étant donné la profusion d'exemples concrets de désir mimétique qu'offre l'œuvre proustienne, il serait étonnant qu'on ne puisse pas faire des rapprochements avec le Don Quichotte de Cervantes. Malgré l'époque et le style très différent des deux romans, Girard retrouve dans Proust cette même emprise de l'autre sur nos choix. Don Quichotte se fait chevalier errant pour imiter Amadis, on conçoit que Marcel veuille se faire écrivain pour imiter Bergotte. On pourrait aisément donner d'autres exemples de ce genre de désir mimétique hors du champ de la littérature, surtout dans le cadre de la vie ordinaire. Cependant, ce schème n'aurait aucune pertinence scientifique, ainsi le rencontrerait-on surtout dans les romans. Mais le triangle mimétique n'est pas une espèce de pseudo-structure qui s'applique de l'extérieur à beaucoup de situations, du fait seulement de sa trop grande généralité. Il a notamment un lien étroit avec la violence. Celle-ci reste souvent sournoise, car elle est directement contraire à la civilité que nous nous efforçons d'observer. Ainsi, cette relation entre la violence et l'imitation est habituellement restée inaperçue. Est-il possible que cette grande généralité du triangle mimétique s'explique au moins en partie par ce lien avec la violence ? 2. L'imitation conflictuelle. Dans presque tous les exemples de désir mimétique que nous avons présentés, le médiateur est un modèle pour le sujet. C'est l'imitation de ce modèle qui oriente ses désirs. On peut dire qu'il est un idéal qui guide le sujet. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que le modèle soit une personne réelle ou vivante, avec laquelle le sujet est concrètement en relation. Cet idéal peut être plus ou moins lointain. Il peut être un personnage historique comme Jésus ou Napoléon, ou un personnage de fiction comme Amadis de Gaulle, ou s'il est une personne contemporaine, il est néanmoins aussi inaccessible qu'une star hollywoodienne ou une étoile. Mais ce n'est là qu'une modalité particulière du désir mimétique, celle qui est la plus manifeste, car le sujet reconnaît le plus souvent son imitation, et la plus anodine puisqu'elle n'est pas nécessairement une figure violente du mimétisme. En fait, le médiateur n'est pas toujours un modèle souriant qui nous indique la voie à suivre. Il peut aussi être un obstacle. Telle la sentinelle implacable de l'apologue kafkaïen, le modèle montre à son disciple la porte du paradis et lui en interdit l'entrée d'un seul et même geste. Comment cela peut-il être ? Si c'est une circonstance extérieure qui explique cette hostilité du médiateur, et c'est un truisme de le dire, elle ne fait pas corps avec le désir mimétique. Mais c'est la structure interne du schème mimétique qui en est la raison. En effet, lorsque le médiateur est un individu qui fait partie du même monde que le sujet et avec lequel il peut avoir des relations concrètes, alors l'imitation devient nécessairement conflictuelle. Dans ce cas, le sujet qui imite le désir du médiateur pour tel objet, qu'il faut supposer unique, ne pourra pas s'en emparer sans que le médiateur s'y oppose. Car contrairement au cas où il est un modèle lointain plus ou moins idéal, maintenant le médiateur peut se mettre en travers du chemin qui conduit le sujet vers l'objet. Le médiateur devient donc automatiquement un rival pour le sujet, puisque chacun désire s'emparer du même objet. La médiation engendre un second désir parfaitement identique à celui du médiateur. C'est dire que l'on a toujours affaire à deux désirs concurrents. Le médiateur ne peut plus jouer son rôle de modèle sans jouer également, ou paraître jouer, le rôle d'un obstacle. Il y a donc au moins deux espèces différentes de figures du désir mimétique. D'une part, celle où le médiateur est simplement un modèle car la distance qui le sépare du sujet est trop grande pour qu'il y ait conflit. La médiation est alors dite externe. D'autre part, il y a les figures mimétiques où le médiateur est un rival qui à la fois suscite le désir du sujet
et s'oppose à sa satisfaction. C'est la médiation interne. Chaque romancier privilégie l'une ou l'autre forme de médiation. Par exemple, chez Cervantes, le médiateur trône dans un ciel inaccessible et il transmet à son fidèle un peu de sa sérénité. Chez Stendhal, ce même médiateur est descendu sur terre. 12 C'est la variation de cette distance, que Girard qualifie de spirituelle, qui détermine le type de médiation. C'est chez Cervantes que cette distance est la plus grande. Aucun contact n'est possible entre Don Quichotte et son Amadis légendaire. Emma Bovary est déjà moins éloignée de son médiateur parisien. Chez Flaubert, cette distance commence à diminuer, mais c'est seulement chez Stendhal qu'elle devient assez réduite pour entraîner la concurrence des désirs. À ce stade de son parcours intellectuel qui correspond à l'élaboration de Mensonges romantiques et Vérités romanesques, publié en 1961, Girard est donc encore un critique littéraire. Ces notions sont des outils élaborés pour une critique comparative. Elles permettent à Girard de situer les œuvres les unes par rapport aux autres. Cependant, cette perspective reste encore valable dans la théorie mimétique, élargie à une anthropologie fondamentale. Une trentaine d'années après son premier essai, alors que sa pensée a depuis longtemps largement débordé le cadre de la littérature, notamment avec La violence et le sacré 1972, Girard se réfère de nouveau à cette distinction capitale dans Shakespeare, Les Feux de l'envie 1990. Lorsque j'entrepris d'étudier le désir mimétique dans le roman moderne, il me fallut un outil conceptuel pour distinguer le désir mimétique qui engendre la rivalité du désir mimétique qui ne l'engendre pas, et je me suis tourné vers une métaphore spatiale. Nous parlerons de médiation externe lorsque la distance est suffisante pour que les deux sphères de possible dont le médiateur et le sujet occupent chacun le centre, ne soient pas en contact. Nous parlerons de médiation interne lorsque cette même distance est assez réduite pour que les deux sphères pénètrent plus ou moins profondément l'une dans l'autre. Tant que modèle et imitateur vivent dans des mondes séparés, ils ne peuvent pas devenir rivaux, ils ne peuvent pas jeter leur dévolu sur les mêmes objets. À compter du moment où les deux mondes coïncident ou même se chevauchent, il leur devient possible de désirer les mêmes objets, les rivalités mimétiques sont inévitables. 15. Cependant, la notion de médiation externe s'enrichit de nouvelles significations. L'ordre culturel joue en fait un rôle analogue à celui du médiateur modèle. Mais cette extension vers l'anthropologie peut se faire sans sortir du domaine de la littérature. Car un thème de Shakespeare illustre et explique la fonction que jouent les différences culturelles par rapport au désir mimétique et à la violence. Par exemple dans Troilus et Cressida, acte 1, scène 2, il est question des raisons du moral défaillant de l'armée grecque. Selon les dires d'Ulysse, les causes en sont le manque d'autorité de son chef Agamemnon et l'indiscipline qui en découle. Les règles de la discipline ont été négligées, et voyez, autant il y a de tentes grecques qui s'enflent sur cette plaine, autant s'enfle le nombre des factions. Quand le général n'est pas comme la ruche, où les fourrageurs doivent tous revenir, quel miel peut-on attendre? Quand le degré est masqué. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.